et leur contrôle. Et nous laissons écrire ce texte par les hommes au pouvoir qui sont censés être contrôlés. Donc, à mon avis, le vice de construction, l'erreur fondamentale des humains, elle consiste à, un peu comme des enfants, parce qu'on n'a pas réfléchi à la question. À l'école, on ne nous apprend pas la politique. Et quand on dépolitise l'école, je pense que c'est politique. Quand on dit qu'il ne faut pas faire politique à l'école, c'est très politique, c'est ultra conservateur. De dire que cet endroit-là n'est pas politique, c'est très politique en fait. Hein. Et je pense que nous devrions apprendre la politique au sens noble du terme, au sens tout le monde en fait, et sur tous les sujets. Nous devrions l'apprendre, mais bien sûr, pour le pouvoir, ce serait très inquiétant d'avoir des humains qui voulaient les électeurs deviennent des citoyens, c'est-à-dire se mettre à s'occuper de politique et à revendiquer, de voter eux-mêmes leurs lois, et puis quoi encore, disent des évidemment. Et donc, pour revenir à l'intérêt de la Constitution, il me semble que notre impuissance politique, le fait que nous n'ayons aucun pouvoir dans l'élaboration des lois, la révision, l'écriture première des lois, et la révision ensuite des lois, la correction des lois, ou l'abrogation des lois dont l'expérience montre qu'elles sont mauvaises, le fait que les citoyens eux-mêmes n'aient absolument aucun pouvoir direct là-dessus, rigoureusement zéro pouvoir direct là-dessus, c'est pas une loi naturelle qui tombe du ciel, c'est pas un truc qui s'impose, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Non, pas du tout. C'est le résultat c'est écrit dans un texte dont tout le monde se fout, et c'est parce qu'on s'en fout que ça continue. C'est parce qu'on dit non, mais la Constitution, je n'y connais rien. C'est poussiéreux, c'est un truc de juriste, c'est le résultat des rapports de force, il faut surtout changer les rapports de force. Les copains marxistes qui sont. Alors moi j'ai lu beaucoup Marx, et il y a une partie de Marx qui m'intéresse énormément, mais il y a une partie de Marx qui me stupéfie de lacunes. Il n'y a pas un mot sur la Constitution, il y a très peu de choses sur le droit. Marx, quand il parle du droit, il voit le droit comme une. Et c'est vrai d'une certaine façon, mais c'est insuffisant. Il voit le droit comme la conséquence d'un rapport de force. C'est vrai que c'est la conséquence d'un rapport de force. C'est-à-dire que quand le chef de guerre vient de gagner une victoire, pour pérenniser sa victoire, il écrit le droit qui pérennise sa puissance. Et donc, effectivement. Mais en même temps, si on se prive du droit pour instituer la puissance populaire qu'on souhaite, alors on n'y arrivera jamais. Voilà. Donc, c'est complètement. Enfin, c'est une lacune qui ne tient qu'à nous de combler. Moi, ce que j'observe dans les ateliers, c'est que dès qu'on s'attelle, dès qu'il n'y a pas besoin d'être 20, 30, hein, ou 100, 200, il suffit d'être 3. Même deux, même tout seul après ça, quand vous avez pris le pli, ça y est, vous êtes prêts, vous pouvez être constituant tout seul. Vous allez avoir plein d'idées, et pour la prochaine discussion, vous allez pouvoir apporter tout ce que vous avez imaginé tout seul. Il suffit d'être 3 ou 4 pour produire des normes supérieures qui seraient 1000 fois meilleures, mais qui seraient bonnes au lieu d'être mauvaises pour l'intérêt général par rapport au droit des peuples à disposer. C'est un peu une proposition universelle. Ah, mais absolument. Les problèmes, vous allez voir, ce qui est formidable quand on réfléchit à ça, c'est qu'on se rend compte tout de suite, dès qu'on prend un sujet, quel que soit celui que vous preniez dans la liste, ou dans un des sujets que vous voulez traiter, vous allez vous apercevoir qu'en même temps qu'on discute, on se rend compte tout de suite que c'est les choses les plus importantes. On se rend compte qu'on est en train de parler des choses les plus importantes, c'est-à-dire celles qui vont rendre possible tout le reste. Tout ce que nous considérons aujourd'hui comme des utopies, quand on les prend par le chemin de la Constitution, c'est le chemin du droit, c'est le chemin de l'endroit par lequel on va écrire le droit, quand on le prend par ce bout-là, les utopies deviennent des projets politiques. Ça devient complètement réalisable, c'est-à-dire qu'on a réglé le problème de notre impuissance, et du même coup, les utopies deviennent des projets. Donc dès qu'on en discute, et avec une perception tout le temps d'universalité, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout propre à la France ou à la commune dans laquelle on est, ou à la région dans laquelle on est. En fait, tous les humains ont besoin, à mon avis, c'est assez modeste de dire ça, mais ce projet, ce truc pour lequel je vous donne l'image, j'ai l'impression de tenir un antidote contre l'oligarchie, ce tirage au sort, et le tirage au sort, c'est une modalité importante, centrale, elle est étonnante au premier abord, et puis en fait, quand on l'apprivoise, c'est génial. Et c'est qu'une modalité.
le plus important, c'est que nous devenions constituants. On arrête de renoncer à écrire nous-mêmes notre contrat social. Quand on commence à écrire nous-mêmes notre contrat social, on s'aperçoit que, et ça va être la même chose dans les Andes, dans la Cordillère, ou bien en Asie, en Chine, partout, les humains, quand ils vont se préoccuper d'écrire eux-mêmes les règles du gouvernement possiblement représentatif, ça peut être un gouvernement représentatif. Je ne suis pas sûr que ce soit la démocratie, stricto sensu, avec le peuple qui décide tout seul. Je ne suis pas sûr que ce soit ça la panacée. Ce sera le système que nous voudrons, le système que nous allons vouloir, ce sera peut-être un régime représentatif, mais qui n'aura rien à voir avec un régime représentatif écrit par des élus. C'est des élus qui ont écrit le gouvernement représentatif. Les CIS, Mirabeau, tous ces gens-là étaient élus et écrivaient les règles de l'élection, en disant la bonne façon de désigner et de faire la politique, c'est de désigner des représentants, d'élire des représentants. Et c'était juste pas à eux de le faire. Alors qu'à l'époque, on a fait cette effort-là. La culture sûrement universelle des gens de l'époque ne permettait pas de dire non, mais attendez, c'est pas que l'élection. On pourrait vous tirer au sort et puis vous rendre redevable, vous obliger à rendre des comptes régulièrement, on pourrait vous révoquer à tout moment. De toute façon, ce n'est pas à vous d'écrire la Constitution. On n'avait pas de niveau de conscience à l'époque pour être assez nombreux à exiger ça. Et ça pourrait changer aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une banalité de parler d'Internet. Et pourtant, sur le plan politique, il y a une fenêtre avec Internet qui nous permet de monter le niveau vite et à grande échelle, comme je crois que les humains n'ont jamais eu ça. Et souvent, les quelques anarchistes que je trouve qui avaient des idées qui ressemblent aux nôtres, se sont fait juste assassiner avant d'avoir pu. Ils ont écrit, mais alors, avant d'avoir pu se développer. Et ce que je vois avec les virus, c'est qu'on arrive à être de plus en plus nombreux. Alors, on a des anticorps, mais on arrive à développer de façon historiquement très rapide, et à mon avis, c'est une possibilité de l'espace. Au Mexique, là, récemment, il y avait Internet, justement, en parlant d'Internet, effectivement, où le peuple local a pris les choses en main, parce qu'il y avait des crimes, parce qu'il y avait la mafia qui était installée sur le Coca-Cola, qui assassinait des travailleurs, parce qu'ils voulaient faire grève comme ça. Et les femmes ont pris le pouvoir avec les hommes. C'est un exemple d'un pays pauvre, avec de petits moyens, et pour réussir à faire quelque chose de grand. Et je crois. C'est dans une commune. Avec une milice communale. Ah non, je sais juste que c'est au Mexique que ça s'est passé, dans un village où il y avait des problèmes de justice. C'est en cours en ce moment. Oui, Sur les nouveaux explorateurs, ils ont fait un reportage dessus. Alors, une des objections sur laquelle vous pouvez réfléchir en atelier d'ailleurs, parce qu'elle est puissante, c'est que chaque fois, il y a plein d'expériences démocratiques, il y a plein d'expériences de communes qui s'émancipent du pays ou de l'État dans lequel ils sont enferrés et condamnés à la misère par manque de monnaie. Vraiment là, c'est difficile de dissocier la démocratie, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce que je tique moi-même quand je dis démocratie parce que je ne voudrais pas donner l'impression que je suis avec des œillères sur la démocratie. Je suis complètement je suis prêt à entendre tout ce qui va permettre d'atteindre la plus grande justice sociale. Si la démocratie nous conduit à des barbaries et qu'un autre système avec de meilleures institutions qui nous poussent à réfléchir avant d'être des barbares, si des institutions donc moins démocratiques nous permettent de commettre moins de barbarie, je préférerais ces institutions moins démocratiques. Mais je ne suis pas démocratique sans réfléchir. Je cherche le meilleur système pour prendre les meilleures décisions possibles. Et l'objection qu'on nous fait, c'est que si nous écrivons nous-mêmes nos institutions, si nous nous émancipons du pouvoir central, du moment et de l'endroit, à chaque fois que ça a lieu, on se fait massacrer. Voilà. Ça
finit toujours dans un bain de sang, et pas de la faute des révolutionnaires qui prennent en main leur destin, de la faute des oligarques qui sont autour et qui envoient des pauvres d'ailleurs, parce que les militaires ou les policiers vont tuer les rebelles, qui sont en train de s'émanciper, c'est des pauvres, hein, et c'est des pauvres qui acceptent de porter des armes pour le compte des riches et qui vont tuer d'autres. Mais en tout cas, ça se passe tout le temps comme ça. Et donc l'objection, c'est comment est-ce qu'on va faire pour s'émanciper sans se faire massacrer. Donc il y a une réflexion, et à mon avis, il y a une bonne image que j'aime bien, c'est celle du printemps, qui est précédée par l'hiver, où on dirait que t'es mort. On dirait que t'es mort. On ne voit pas que ça se prépare. Et en fait, il y a toute une préparation de la germination qui se fait en sous-sol, et ça se répand, il y en a partout en fait. Et puis il y a un moment, où, quand ça se met à germer, ça germe partout. Et si nous préparions le terrain, comme ça, en nous passant le mot entre nous, en disant c'est pas aux élus d'écrire la Constitution, c'est pas aux ministres, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire la Constitution. Et on se passe le mot entre nous, et pour que ce soit d'autres personnes, il faut que les autres se soient entraînés. Donc on s'entraîne, c'est-à-dire que dans chaque maison, dans chaque immeuble, on s'entraîne au lieu de regarder la télé. On est à la télé, on est à la radio, et on s'entraîne, on se retrouve entre nous pour écrire des articles de Constitution, pour que ça devienne naturel, aussi naturel que de parler de foot, ou de recettes, d'enfants, ou je sais quel autre sujet quotidien, mais pas émancipant sur le plan politique. Donc, si on s'entraîne et qu'on invite le voisin et on dit viens, on a tout super, et puis on est contagieux. On arrive à convaincre, on se donne comme objectif de convaincre de plus en plus de monde, petit à petit, et au niveau local. Si ce truc-là fonctionne grâce à Internet, si ça se répand, là, les conférences traduites sur Internet, ça se passe dans tous les pays, la réflexion sur la démocratie de tout ça. On prépare le fait que quand ça va se déclencher, ça ne se déclenchera pas qu'à un seul endroit. Et donc ce sera beaucoup plus compliqué pour une oligarchie d'aller zigouiller toutes les expériences si elles se multiplient partout. Alors, ce que je constate, c'est qu'en Europe, par exemple, ils se sont entêtés avec la Grèce, de façon isolée, parce que c'est un petit On n'a rien fait. et qu'on n'a rien fait. Ils ont été en Irlande, c'est pareil, ils ont fait le même problème. Ils se sont attaqués à l'école le Portugal. Ils ont vraiment empêché justement de dire bon, bah, on en a marre de ce qui se passe, on veut changer. Évidemment, le problème, c'est ils profitent, ils utilisent les gens contre eux-mêmes. Si les gens n'avaient rien fait, plutôt que de faire comme ils font en Italie, quand ils ont une facture, si on augmente la facture, on la double, ils payent que ce qu'ils ont payé l'année dernière, et le gouvernement, il laisse les bras. Et ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les gens se prennent en charge comme des autres. On se met en route dans une commune et on paye que ce qu'on doit. C'est comme une facture d'eau, l'année d'après, ils augmentent de 20% ou 30%, et non, stop. On a dit, on a fixé à 20% un tel montant, on ne paiera pas. Voilà. Bien sûr, et en même temps, en Espagne, ils ont viré de chez eux. Ils ne payaient pas les fêtes, ils ont viré chez eux des centaines de milliers de personnes. Donc ça ne leur fait pas peur de mettre des centaines de milliers de personnes à la rue comme des chats, à crever de faim. 100 000, c'est pas beaucoup à l'achat d'un pays. Bon, sur un pays, je ne sais pas, ils sont combien en Espagne. Regarde la difficulté qu'on a à être démis sur une pétition. Alors 100 000 à pas payer. Le risque, c'est risqué, c'est d'avoir comme décision de ne pas payer une traite, une facture. Alors, tu sais, on va te saisir tes biens, tu vas avoir plus de maladies, c'est plus dur à prendre. Est-ce qu'on va être des millions en fait? Alors, c'est des peuples ils ont choisi que des peuples. Il veut parler. Ils ont pris des peuples qui ont souvent des gens isolés, ou qui ont des moyens de communication très modestes, qui sont attaqués à déjà des petits pays pour s'entraîner, comme la Grèce, souvent c'est des pays identitaires avec des villages et tout ça. C'était plus facile que d'attaquer des grandes villes comme Paris dans des rapports. Donc ils sont attaqués d'abord aux petits. Voilà. C'est intéressant. C'est juste pour rebondir et rappeler ce qu'Étienne a dit. Il y a des groupes d'individus rebelles partout dans le monde et dans tous les domaines. Et comme l'a dit Étienne, c'est le système en lui-même et dans tous les domaines qui vient
qui met fin et qui défend sa place. Et donc, du coup, c'est l'Europe tout entière, pour reprendre l'exemple du Portugal, de la Grèce et de l'Espagne, qui envoie des gendarmes, donc français aussi, là-bas, protéger le système en place. Ça, c'est un exemple pour illustrer, mais dans tous les domaines, toutes les initiatives sont souvent bloquées et détournées dans l'intérêt du système en place. Alors, je parle des termes de l'islam. Oui, le nombre d'exclus aux États-Unis suite à la crise des subprimes, c'est 10 millions de gens qui ont quitté leur domicile, c'est pas négligeable. Ils sont 50 millions à l'heure actuelle. C'est 10 millions. Dans le monde, tu peux dire, Aux États-Unis uniquement. Aux États-Unis, j'ai eu les derniers chiffres pour la France. 50 millions de pauvres aux États-Unis. Oui, je parle pas de pauvres. Exclus pour raison parce qu'il y a des défaillances de paiement. Effectivement, 50 millions de pauvres, mais moi je ne parlais pas de cela, je parlais des gens qui, dans le système, ont perdu leur maison, ont été évacués, éjectés par le système. C'est 10 millions d'habitants en l'espace d'à peu près 14 mois. Donc ça ne fait pas peur. Alors moi, ma question, ma remarque, c'était pas ça. C'était, est-ce qu'on n'a pas déjà un problème sur simplement la définition de la démocratie? Donc tout à l'heure, tu disais, si un système est mieux que la démocratie, permet d'avoir moins de conflits, etc., je suis prêt à aller vers ce système. Comment est-ce qu'on peut juger, par exemple, avec nos regards d'occidentaux et de Français souvent arrogants, la situation de la Libye ou de l'Irak, qui étaient pour nous absolument pas des démocraties, et qui, soi-disant, le sont devenus aujourd'hui? Et j'ai reçu le livre vert. Depuis le temps. Enfin. Le texte est la réalité, hein. Je ne connais pas la réalité, mais le texte de ce livre vert, c'est intéressant. Hein. La constitution de Staline, c'est la constitution de 1936, c'était une belle constitution, et donc il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut regarder ça avec un esprit critique. Mais en tout cas, le livre vert de Kadhafi, c'est un truc qui a écrit quand il était jeune. C'est un texte intéressant dans lequel il y a des. Comment ça s'appelle là? Mais j'ai l'impression qu'on va y trouver des trucs pour nous, des institutions. Alors, après ça, et en leur donnant vraiment dit, c'est passé en je ne m'avance pas là-dessus, c'est pas tellement mon sujet. Ce qui m'intéresse, dans tout ce que je dis, c'est qu'est-ce que les humains jusqu'ici ont réussi à inventer pour se protéger des abus de pouvoir, pour se protéger des puissants du moment. Et je trouve des trésors d'ingéniosité et d'intelligence, et je trouve qu'on devrait apprendre ça à l'école, ou d'autres choses, pour augmenter notre exigence sur les contre-pouvoirs divers qui peuvent être en place. Donc la démocratie, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Ça peut être un sujet de discussion si vous voulez, mais à mon avis, c'est plus malin de se demander qu'est-ce qui. Et on verra quelle étiquette on met dessus après, mais parce qu'on se fait tellement enfumer avec les mots. Regardez, la plupart des médias, des livres, des profs, la plupart des intellectuels des grands pays dans le monde appellent démocratie son strict contraire. Donc, je veux dire, vous avez raison, il faut reconsidérer, il faut interroger, il faut critiquer l'utilisation à l'envers du mot démocratie, et probablement définir ce que ça devrait être une démocratie digne de ce nom, mais encore une fois, je ne suis pas certain qu'une démocratie stricto sensu, suivant la définition sur laquelle on tomberait d'accord, serait forcément le meilleur système. Donc, vous allez avoir un atelier dans lequel j'irai faire d'un groupe à l'autre, mais il va y avoir un atelier qui va discuter, je crois, des façons de prendre des décisions, des façons de discuter entre nous pour prendre une bonne décision. Voilà. Qu'est-ce qui est bien commun? Alors, absolument. Et comment faire en sorte que l'intérêt particulier rejoigne l'intérêt général, que ce ne soit pas un conflit entre l'intérêt particulier et l'intérêt général, mais que l'intérêt général rejoigne l'intérêt particulier et vice-versa. Et comment résoudre les contradictions. Mais alors,
Non, moi je comprends tout à fait ça. Les gens vont essayer de vous arrêter. La démocratie dont vous parlez, elle est relativement, elle est possible dans une population homogène. Comme en France, on est une population, il n'y a pas de... Là, je suis venu avec un ami, il est syrien. Et là-bas, il y a beaucoup de gens qui, c'est pas homogène, c'est-à-dire que les populations sont différentes, avec des intérêts différents et des tensions, ce qui fait que ça, pour avoir une homogénéité, c'est-à-dire que les intérêts sont des fois contradictoires. Mais ici aussi. Oui, mais ici c'est moins, c'est-à-dire qu'on a une population, on a un peuple qui est quand même là depuis. Là, vous mettez la religion. Non, pas la Pas religion. forcément. Pas religieux, c'est Il y a beaucoup d'ethnies. vous prenez la pays, la Libye par exemple, il y a 3 ethnies différentes, des gens qui ont des intérêts différents et qui ne sont pas. Et les 3 veulent le pouvoir, c'est-à-dire que ça marche par ethnique, ça marche pas par. C'est pas une population homogène, ils n'ont pas des intérêts communs. Et vous n'avez pas j'ai l'impression que vous décrivez la France. Avec l'ethnie de ceux qui veulent le pouvoir et qui l'ont depuis 200 ans. Non, mais ceux-là, ils sont à 1%. En France, c'est plutôt comme ça. Mais là-bas, c'est pas du tout pareil. C'est des gens qui viennent du tribalisme ancien, qui ont des. Quand vous parlez d'une ethnie, vous prenez au Sénégal les Wolofs, les Toucouleurs, les Peuls, ils ont chacun leur pensée. Ils ont une forme de démocratie, c'est-à-dire qu'ils marchent par le palabre. À l'intérieur de l'ethnie. C'est une forme mais ça fonctionne beaucoup mieux. Parce que c'est la famille élargie, c'est une grande famille. Eux, ça fonctionne. Mais seulement, on les a divisés sur un pays dans le temps. Il y a 3 siècles, ils étaient en ethnie et ils vivaient sur leur grande famille. Maintenant, ils vivent sur des systèmes, on les a mis ensemble. Il faut qu'ils trouvent des compromis. Mais ils marchent par le compromis. Oui, les colons les ont mis ensemble. Le Sénégal, vous êtes 10 ethnies, il y a une grosse, 3 petites, et puis 10 petites. Alors vous débrouillez. Mais en fait, eux, ils sont pas comme ça, ils ne pensent pas comme ça. Vous parlez des Sénégalais, eux, ils sont sur l'ethnie élargie. Les Wolofs, ils sont à la fois en Mauritanie, ils sont au Mali, et ils sont toujours dans la grande famille. Le pays n'est pas vraiment leur identité. Il y a là, par exemple, j'ai un exemple. Alors pour faire une constitution sur le pays, c'est difficile d'arriver avec les tensions. C'est intéressant ce que vous dites en dissociant le territoire par rapport aux personnes. Mhm. On a aussi en France, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que la France, c'est quoi? C'est un territoire géographique. Or, on est en train de parler d'une constitution ou d'une démocratie par rapport à un territoire géographique. Mais bien sûr. Or, on n'est pas obligé de faire ça. C'est-à-dire qu'on peut concevoir une notion où on ne parle pas d'un territoire géographique, on parle de l'adhésion d'un groupe à une religion démocratique, quel que soit le lieu où on est. On a quelques religions qui voilà. Ou alors, c'est inné à travers une région, mais qui ne comporte pas uniquement cette seule. C'est revenir. Non, mais à mon avis, il y a une difficulté là. Mais peut-être que vous allez trouver une solution, mais c'est très attirant l'idée que nous soyons capables de faire un corps social indépendamment des frontières, indépendamment d'un territoire, simplement parce qu'on a des valeurs auxquelles on tient et on a une envie de vivre ensemble. Et je réfléchis pour être sûr que j'y tiens, mais oui, enfin, c'est ça. Un corps social, c'est un groupe d'humains qui, avant d'être un peuple, était juste un amas d'êtres vivants, et puis qui décident de vivre ensemble, ou qui sont obligés, parce qu'il y a des contacts d'auto, ils sont obligés de vivre, en tout cas, ils vivent ensemble, et quand ils décident de vivre ensemble, ils font un peuple. Mais il y a bien vivre ensemble, c'est forcément proche, il y a vivre ensemble, il n'est pas ensemble avec quelqu'un qui est loin. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, qui est de plus en plus dématérialisé, être proche de l'autre, c'est quoi? Mais la proximité, elle est définie. Ça peut être un trouble de génome, je n'arrive pas à faire l'idée. La proximité, elle est définie par l'organisation mondiale aujourd'hui. On a une organisation mondiale en nation. Ça fait un siècle que c'est comme ça et bien plus. Et donc, une remise en cause un peu transversale en disant qu'il y a des gens en Allemagne qui veulent vivre comme des Français, on pourrait mettre une certaine forme de constitution, une sous-constitution. Moi, ça me semble, alors là, une utopie complètement irréaliste. Là, on est à des années-lumière de toute possibilité de faire quoi que ce soit. Et c'est pas Facebook et c'est pas Internet qui nous permettra de faire ça. Hier, il y a eu un grand coup de couteau dans l'Internet qui a été voté
la loi, la LCEN, loi de confiance dans l'entreprise numérique, par le député français, on n'est pas en Ouganda ou en Libye. Ils ont mis un coup de couteau pour qu'on rende responsable le diffuseur d'informations sur Internet en France du contenu de ce qui est diffusé. Donc, on a supprimé, on a interdit la parution de certains livres, on a interdit la parution de certains spectacles, et là, on va encore un coup plus loin. C'est passé inaperçu, c'est dans la loi parité homme-femme, on a glissé ça là-dedans en disant de toute façon, les Français regarderont autre chose, parce que la loi homme-femme s'en fiche, et hop, on a mis ça là-dedans. C'est passé Il y hier. a un cavalier budgétaire dans quelle loi? La LCEN, loi de. Oui, mais c'est un cavalier dans quelle? Dans la loi parité homme-femme. Dans la loi. On a inséré un morceau de la LCEN dans la loi parité homme-femme, contre l'avis de tous les députés. Mais la porte-parole du gouvernement, à savoir Najat Vallaud-Belkacem, a prévenu les députés socialistes qu'il y aurait des représailles pour les prochaines municipales ou législatives s'ils ne suivaient pas le gouvernement. Et on a retiré, c'est un amendement, vous tapez amendement 17, on a retiré l'amendement 17 d'une députée socialiste qui disait attention, on ne peut pas s'attaquer à Internet. On est dans un espace de liberté d'information. On peut pas. Donc, déjà, le régler au niveau d'un pays, je pense qu'il va falloir ressortir à un moment donné une guillotine, même si elle est très virtuelle. Vouloir le faire au niveau de transversal, multi-pays, ou multi-ethnie, ou multi, je sais pas quoi. C'est comme si on se condamnait à faire des choses. Oui, C'est très ça me stimule intellectuellement. J'aimerais bien trouver une solution, mais en même temps, il y a une autre partie de mon cerveau qui me dit mais non, pas trop loin là-dedans. Tu étais en train de creuser un sillon qui peut déboucher sur un truc qui marche. Si tu mets la barre si haut d'emblée. Oui, mais c'est peut-être parce que je suis vraiment trop vieux et que je n'arrive pas à imaginer. En fait, on a plein d'exemples en fait, à travers le monde aujourd'hui. Au contraire, il faut les voir, il faut les connaître. Vous avez sûrement entendu parler des logiciels libres, vous avez sûrement entendu parler des parties pirates, vous avez sûrement entendu parler de Wikipédia, vous avez peut-être même contribué vous-même. C'est l'adhésion à différentes structures sociales qui dépendent pas du territoire et dans lesquelles la résistance, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, continue à créer de nouvelles libertés pour lutter et tout ça ne fonctionne si la République vient par les locaux de FAI pour virer le matériel et c'est vraiment non, on est en train de créer. Il y a des logiciels qui permettent d'être installés sur le téléphone portable pour que un ensemble de personnes, étant 10 personnes, sans l'opérateur téléphonique, simplement avec leur téléphone, ils ont un réseau. C'est-à-dire que la structure, comme vous dites, la Constitution doit apporter une structure qui permette aux gens de s'exprimer et de remettre en cause le téléphone portable. On a 3, 4 opérateurs dans le pays. S'il n'y a pas ces opérateurs, vous n'avez pas de téléphone. Non, justement. Non. Avec ce logiciel-là, vous mettez dans chacun des téléphones et de pair à pair, Déjà, ça s'appelle ça permet de s'affranchir de l'opérateur du matériel de